Bonsoir. C'est le second webinaire que Fondact organise sur la loi Pacte. Cette loi Pacte, nous l'avons voulu, nous l'avons inspirée, nous l'avons corrigée autant que nous avons pu, là où elle ne nous satisfaisait pas tout à fait, c'est fatal. Aujourd'hui, nous la soutenons et nous cherchons à ce que les entreprises puissent s'en emparer pour en faire un succès. Comme vous le savez, il y a 3 grands aspects dans cette loi Pacte. Ouvrir aux PME le monde que nous trouvons merveilleux de l'entreprise participative, élargir le plus possible l'actionnariat salarial et enfin essayer de rapprocher les différents systèmes de retraite, notamment celles assises sur l'épargne salariale. Dans le premier webinaire que nous avons fait, nous avons évoqué les 2 premiers sujets et nous avons vu que le 3e était quand même suffisamment compliqué pour qu'on le détache et qu'on en fasse une séance particulière, ce que nous faisons aujourd'hui. Pour répondre à vos questions, nous avons 4 spécialistes qui sont d'une part Dominique Chaubon, qui est adjoint au chef du bureau marché et produits d'assurance à la Direction générale du Trésor, Timothée Huré, qui est lui aussi adjoint au chef du bureau, mais du bureau épargne et marché financier, toujours à la Direction générale du Trésor. Nous avons Dominique Dorchy, qui, elle, est présidente du comité tenue de compte de l'épargne salariale à l'AFG, et enfin Jean-Yves Jouan-Osby, qui est directeur, comme Penben, on dirait, pour faire plus anglais, chez Veolia Environnement. Voilà, je vous laisse avec vous 4, vous envoyez vos questions, nous leur transmettons et on va essayer d'étancher votre soif. Merci. Bonjour, je suis Jean-Yves Jouan-Osby, je suis le directeur du pôle avantages sociaux et épargne salariale du groupe Veolia Environnement et j'aurai la chance d'être le facilitateur de ce webinaire consacré à la loi Pacte que nous allons vous présenter à présent. J'aurai l'occasion de revenir vers vous avec la liste des questions qui nous auront été posées, donc plutôt en fin de ce webinaire, et je vais laisser la parole aux autres interlocuteurs qui vont se présenter. Bonjour, je suis Dominique Dorchy, donc je suis vice-présidente de la commission des teneurs de compte d'épargne salariale et d'épargne retraite au sein de l'AFG, et je suis également directrice générale déléguée de Natixis Interépargne. Bonjour, je suis Dominique Chaubon, adjoint au chef du bureau marché et produits d'assurance à la Direction générale du Trésor, où je suis en charge de l'épargne retraite et de l'assurance vie. Bonjour, je suis Timothée Huré, également à la Direction générale du Trésor, où je m'occupe de l'épargne et des marchés financiers. Et parmi les différents sujets de mon portefeuille, j'ai ce sujet de l'épargne retraite et épargne salariale. Pour commencer cette discussion aujourd'hui, on a l'occasion de représenter peut-être le cadre qui a présidé à une réforme d'ampleur parmi d'autres sujets de la loi Pacte qui a été un moment marquant de ce début de quinquennat. Si on regarde le paysage de l'épargne française, on a un niveau très élevé par rapport à nos voisins européens. On est à 5 000 milliards d'épargne des Français. On a de l'assurance vie pour 1 400 milliards. On a 1 700 milliards, pardon. On a l'épargne réglementée pour 400 milliards. Et l'épargne retraite n'est pas négligeable, c'est de plus de 200 milliards, 230 milliards. Mais c'est vrai que c'est un peu le petit frère de tous ces grands produits d'épargne que vous connaissez. Dès l'origine, dans la discussion pré-pacte et puis la discussion parlementaire, les avis ont rapidement convergé sur l'idée que c'était ni favorable pour l'épargnant, ni favorable pour les entreprises. Pour l'épargnant, parce qu'on est dans un contexte de taux qui est quand même assez bas, et donc il y a une problématique de rendement qui se pose. Et puis pour les entreprises, parce que l'épargne retraite, c'est un excellent vecteur de financement à moyen et long terme, et donc pour nous, il y a tout intérêt à l'avantager. Et cette réforme de l'épargne retraite a permis de traiter 4 enjeux majeurs. Faire en sorte que ce soit des produits plus attractifs, faire en sorte qu'on ait plus de rendement, en tout cas des perspectives de rendement avec de nouveaux produits, avoir une plus grande protection des ménages et des épargnants, et puis de stimuler la concurrence sur un marché global de l'épargne retraite. Si je reprends chacun de ces 4 points, on avait une faible portabilité de l'offre. On pense aux PERCO qui pouvaient être transférés vers d'autres PERCO, mais au-delà de ça, c'était assez limité. Une offre qui était assez peu lisible, avec des règles assez hétérogènes, des logiques de gestion assez différentes. Sur le retrait des produits, on avait des logiques plutôt en rente d'un côté,
plutôt en capital du côté de l'épargne salariale et l'épargne retraite. Et puis on avait un régime social et fiscal extrêmement hétérogène. Et tout ça nuit à une lisibilité d'un produit épargne retraite. Et c'était le premier enjeu qui avait été discuté à l'origine. Deuxième point, c'est la question du rendement. Et le rendement, ça a été d'emblée perçu comme un moyen qu'on pouvait traiter en ayant une gestion pilotée par défaut dans un produit. Ce ne sera pas la seule gestion possible, en tout cas, par défaut, une gestion qui permette d'avoir une perspective de rendement à long terme sur ces produits. Sur la protection pour les ménages, pour les épargnants, c'est la logique du cantonnement de l'épargne retraite pour les produits assurance. Et pour terminer ce quatrième enjeu, qui est celui de la concurrence, il y a un marché commun avec la fin de la segmentation de produits d'assureurs et de gestionnaires d'actifs, donc un marché unique, et puis des frais de transfert qui sont limités, extrêmement réduits, ce qui permet de transférer assez facilement vers d'autres gestionnaires les produits dont vous disposez. Ça, c'est les enjeux de cette réforme. Si maintenant on passe à un comparatif avant la loi Pacte puis après la loi Pacte, donc on a une slide dédiée à ce sujet. Avant la loi Pacte, vous avez des produits qui sont le PERP, l'article 83, le Madelin, ces types de produits qui présentent des avantages. Je pense au versement déductible à l'entrée. C'est un avantage, c'est quelque chose qui vraiment constitue un facteur d'attrait pour ces produits. Et puis d'autres points qui n'étaient pas forcément un avantage comparatif par rapport à un produit comme le PERCO, que sont une gestion essentiellement obligataire. On avait des sorties anticipées, mais pas forcément aussi attractives que pouvait être l'achat pour la résidence principale, ce qui existait pour le PERCO. Et puis on avait la possibilité de sortir en rente ou dans une faible proportion en capital, là où on avait un produit PERCO qui, lui, pouvait librement laisser la possibilité de sortir en rente ou en capital. Dans lequel il y avait la gestion pilotée par défaut, ce qui avait une perspective de rendement. Par contre, il y avait effectivement un petit désavantage comparatif, c'est le fait qu'on ne pouvait pas déduire à l'entrée au moment des versements dans ces produits. Donc l'idée de la réforme, c'était prendre un peu le meilleur de ces différents produits pour en créer un qui n'est pas totalement identique, qui n'est pas non plus totalement différent, mais vraiment récupérer ses points forts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut proposer un plan d'épargne retraite qui comporte à la fois un volet individuel, collectif et obligatoire pour les anciens articles 83, dans lequel il y a une portabilité totale, dans lequel on peut avoir des versements déductibles à l'entrée, quel que soit le produit, dans lequel on aura une gestion pilotée par défaut, à nouveau ce ne sera pas la seule, en tout cas c'est celle-ci qu'on propose, des sorties anticipées qui sont harmonisées avec l'acquisition de la résidence principale. On pense que c'est un vrai facteur d'attractivité, notamment pour les plus jeunes générations. Et puis une liberté de choix sur la sortie pour ce qui est l'épargne salariale et les versements volontaires. Donc ça, c'est vraiment le cœur de cette réforme. Et puis Dominique nous présentera juste après vraiment les détails de ces éléments. Une réforme qui est entrée en vigueur dès le 1er octobre 2019, donc ça y est, des produits existent, des gestionnaires les proposent, et vous avez désormais la possibilité d'avoir ces produits chez votre gestionnaire, avec un déploiement qui est en train de se faire, mais qui est déjà bien lancé et qui devrait être plein, en tout cas toute la gamme pourra être proposée dès le début de l'année 2020. Deuxième date à avoir en tête, c'est 1 an après l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2020, sera la fin de la commercialisation des anciens produits, donc on ne pourra plus souscrire à ces anciens produits. En revanche, ils ne disparaissent pas, ils existent toujours et vous aurez toujours la possibilité de les alimenter. Voilà, donc on ne les commercialise plus, mais vous pourrez toujours les alimenter. Voilà pour ce cadre général de la réforme de l'épargne retraite. Alors pour s'intéresser maintenant au fonctionnement concret de ces produits d'épargne retraite, la première question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ces nouveaux plans d'épargne retraite
sont alimentés. Ce nouveau plan d'épargne retraite est conçu de manière à pouvoir être alimenté par toutes les sources de versement possibles qui alimentaient les produits préexistants. La première source, la plus naturelle, c'est celle des versements volontaires que les épargnants, soit à titre individuel, soit en tant que salariés d'une entreprise, soit en tant que travailleurs non salariés, peuvent faire à l'intérieur de leur plan d'épargne retraite. Donc tous les plans d'épargne retraite, que le produit soit mis en place dans une entreprise ou à titre individuel, prévoient la possibilité pour l'épargnant d'effectuer des versements volontaires avec le choix, à chaque versement volontaire, de déduire les sommes de l'impôt sur le revenu ou de ne pas déduire ces sommes de l'impôt sur le revenu. Je reviendrai ultérieurement sur la fiscalité. La deuxième source de versement possible dans ces plans d'épargne retraite, c'est tout le champ de l'épargne salariale qui existe en entreprise. Dans ce champ de l'épargne salariale, on a bien sûr la participation de l'entreprise, on a l'intéressement, on a l'abondement de l'employeur qui vient donc abonder les versements volontaires des salariés, qui vient abonder le versement de l'intéressement participation, qui peut venir aussi abonder unilatéralement parfois le plan. Et puis on a également des jours de congé, soit sous forme de CET ou de jours de congé non pris, qui peuvent être convertis en épargne et être alimentés et être versés directement dans ce plan d'épargne retraite. Cette source de versement, épargne salariale, pourra être versée directement dans les plans d'épargne retraite collectifs mis en place en entreprise, donc des plans d'épargne retraite ouverts à tous les salariés, ou, sous certaines conditions, versée dans des plans d'épargne retraite catégoriels mis en place au sein de l'entreprise. Quelles que soient les modalités de versement, une fois que ces sommes sont dans un plan d'épargne retraite, il y a une portabilité totale qui est prévue. C'est vraiment un des éléments majeurs de cette réforme. Les sommes qui ont été épargnées dans un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent ensuite être transportées, transférées vers un plan d'épargne retraite individuel ou vers le plan d'épargne retraite d'une autre entreprise. Et enfin, la troisième modalité de versement qui existait aujourd'hui sur les articles 83, c'est des versements obligatoires que l'entreprise peut décider de mettre en place. Versement obligatoire des salariés, versement obligatoire de l'employeur. Et ces versements obligatoires, comme aujourd'hui, peuvent être ciblés sur des catégories objectives de salariés en fonction des décisions de l'entreprise et des critères qui sont définis bien sûr par le Code du travail. Donc ce sont les trois sources de versement possibles: versement volontaire, épargne salariale, versement obligatoire. Une nouveauté importante également introduite par cette réforme, c'est la possibilité pour l'entreprise de regrouper dans un plan d'épargne retraite unique à la fois un produit collectif, c'est-à-dire le produit qui succède au PERCO, qui est un produit facultatif, qui est un produit qui couvre obligatoirement l'ensemble des salariés, qui peut recevoir intéressement, participation, abondement, et également de regrouper dans le même produit des versements obligatoires, c'est-à-dire les anciens articles 83, avec des versements obligatoires qui peuvent être ciblés sur certaines catégories de salariés. Donc désormais, pour une plus grande simplicité de gestion pour l'entreprise, pour une plus grande simplicité de gestion aussi pour les salariés de l'entreprise qui n'auront plus à multiplier les plans d'épargne retraite, il y a cette faculté de regrouper dans un plan unique l'ensemble des sources d'alimentation d'un plan d'épargne retraite d'entreprise. Alors une fois que les sommes ont été versées dans le plan d'épargne retraite, comment cette épargne est-elle gouvernée ? Les textes d'application de cette réforme prévoient des modalités de gouvernance lorsque les sommes issues de l'épargne salariale sont versées dans le plan d'épargne retraite. Donc c'est valable pour les nouveaux PERCO qui forcément peuvent recevoir de intéressement, participation, abondement. Mais c'est valable aussi pour les nouveaux plans d'épargne retraite obligatoires lorsque ceux-ci reçoivent des sommes issues de l'intéressement ou de la participation. Concrètement, dans ces cas-là, une gouvernance paritaire composée pour moitié de représentants des salariés et pour moitié des représentants de l'employeur doit être mise en place. Cette gouvernance peut prendre deux formes, au choix de l'entreprise. Soit l'épargne est gérée exclusivement au sein de fonds communs de placement d'entreprise, qui constituent aujourd'hui le cœur de l'offre des PERCO. Et dans ce cas-là, ces fonds prévoient en eux-mêmes, de manière intrinsèque, des conseils de surveillance qui sont paritaires.
Soit l'entreprise fait le choix d'avoir d'autres supports d'épargne que ces FCPE. Et dans ce cas-là, un comité de surveillance doit être constitué non plus au niveau des fonds, mais au niveau de l'ensemble du plan d'épargne retraite. Et ce comité de surveillance aura un rôle de surveillance de la bonne gestion du plan et devra être consulté sur l'ensemble des supports d'épargne qui sont proposés aux salariés de l'entreprise. Au-delà de la gouvernance, ces plans fonctionnent avec différents types de gestion et un axe fort, une mesure importante de cette réforme, c'est la généralisation de la gestion pilotée par Horizon. C'est une modalité de gestion qui existait déjà sur les PERCO, mais qui deviendra désormais la modalité de gestion de droit commun par défaut pour tous les plans d'épargne retraite, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient mis en place en entreprise. C'est une modalité de gestion qui prévoit, en fonction de la date de départ en retraite de chaque salarié, d'avoir une désensibilisation personnalisée qui permet au départ, lorsque la date de départ en retraite est relativement lointaine, d'investir sur des classes d'actifs plus adaptés au long terme, qui peuvent connaître une volatilité plus forte, donc un peu plus de prise de risque, mais aussi une meilleure perspective de rendement. Et à mesure que la date de la retraite approche, eh bien, cette épargne est progressivement sécurisée vers des actifs sûrs et non volatiles jusqu'au moment du départ en retraite. Donc des modalités de gestion personnalisées qui permettent de rechercher une meilleure performance de rendement dans la perspective d'une épargne de long terme. Donc concrètement, quels sont les avantages des nouveaux produits d'épargne retraite pour les entreprises? Pour le nouveau plan d'épargne retraite collectif qui succède au PERCO, je dirais qu'il y a 4 avantages majeurs pour l'entreprise et pour les salariés. Le premier, c'est la possibilité de pouvoir déduire les versements de l'impôt sur le revenu. Concrètement, pour les épargnants, pour les salariés, ça permet un avantage fiscal immédiat qui est valable d'ailleurs dès 2019 et qui n'était pas possible dans les anciens PERCO. Le deuxième avantage qui est essentiel, c'est la portabilité de l'épargne. Parce qu'on sait qu'avec les parcours professionnels d'aujourd'hui, il est indispensable de pouvoir porter avec soi les droits qu'on a acquis, qu'on a épargnés pour sa retraite au gré de ces changements d'entreprise ou du passage à un statut d'indépendant. Il est essentiel de pouvoir porter ses droits tout au long de sa vie. Le troisième avantage, c'est élargir l'univers de gestion. Les PERCO, jusqu'à présent, permettaient d'investir uniquement soit dans des FCPE, soit dans des SICAV. Désormais, l'univers de gestion est élargi à l'ensemble des fonds qui sont déjà éligibles à l'assurance vie et permettent par exemple d'investir dans des classes d'actifs ciblées que sont l'immobilier ou le capital investissement pour investir dans des entreprises en croissance. Et enfin, le quatrième avantage du passage du PERCO au PER collectif, c'est la possibilité de créer un plan d'épargne retraite unique qui va regrouper pour l'entreprise l'ensemble des sommes qui vont alimenter le plan, y compris des versements obligatoires. Maintenant, s'agissant des avantages de la réforme, lorsqu'on passe d'un ancien article 83 à un PER obligatoire. Là aussi, il y a un certain nombre d'avantages importants, à la fois pour l'épargnant et pour l'entreprise. Le premier avantage, qui est très sensible pour l'épargnant, c'est la flexibilité de sortie dont a parlé Timothée. C'était quelque chose de très attendu par les épargnants. La possibilité de choisir, pour les sommes issues de l'épargne volontaire et salariale, entre une sortie en rente et une sortie en capital. Cette liberté de choix est évidemment très attendue au moment du départ en retraite. Et même avant le départ en retraite, la possibilité pour ces épargnants de choisir de sortir par anticipation, soit en cas d'accident de la vie, soit, et c'est là qu'est la nouveauté, pour l'achat de la résidence principale. Donc toutes ces nouvelles flexibilités sont des avantages très concrets qui vont pouvoir être offerts aux épargnants. Autre nouveauté, la possibilité de verser intéressement et participation dans ces plans d'épargne retraite obligatoires. Jusqu'à présent, c'était impossible dans les contrats article 83.
Troisième nouveauté, la possibilité d'avoir une gestion pilotée par défaut. C'était déjà le cas dans les PERCO, mais ce n'était pas le cas dans les articles 83. Et je dirais que dans la situation actuelle, qui est caractérisée par des taux d'intérêt bas, par des rendements en baisse dans un certain nombre de produits d'épargne, la gestion pilotée par défaut offre aux épargnants de meilleures perspectives de rendement et un certain nombre d'études économiques, notamment de l'OCDE, montrent que lorsqu'on épargne sur le long terme, c'est la stratégie de gestion qui est la plus adaptée et la plus pertinente. Quatrième avantage, un avantage fiscal pour l'entreprise, qui est la possibilité d'avoir un forfait social réduit à 16% au lieu de 20%. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent sur les articles 83, à condition que l'épargne soit investie à hauteur d'au moins 10% dans des titres de petites et moyennes entreprises. Donc une réduction du forfait social de 16% au lieu de 20% sur les produits précédents. Et cette réduction s'ajoute bien sûr aux autres mesures de la loi Pacte en faveur de l'épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés, suppression totale du forfait social sur intéressement, participation, abondement, et pour les entreprises de moins de 250 salariés, suppression totale du forfait social sur les dispositifs d'intéressement. Donc des dispositifs de forfaits sociaux qui sont nettement abaissés pour encourager l'épargne salariale et l'épargne retraite. Et enfin, là aussi, sur ce produit, la possibilité de créer un plan d'épargne retraite unique à partir d'un article 83, du successeur de l'article 83, pour regrouper là aussi l'ensemble des versements en épargne retraite. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'un plan d'épargne retraite collectif ou d'un plan d'épargne retraite obligatoire, il est bien sûr possible pour les entreprises de se regrouper pour créer des plans interentreprises. On pense notamment aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément le temps ou les ressources en interne pour se consacrer à la gestion d'un plan d'épargne retraite qui leur serait propre. Il y a des possibilités dans les deux cas de créer des plans en inter-entreprise et ça permet également d'aller négocier auprès des gestionnaires d'actifs ou des assureurs qui proposent ces plans. Et enfin, dernier point essentiel, on a créé dans les textes d'application un dispositif de conseil. Avant le départ en retraite, les épargnants pourront se tourner vers leur gestionnaire, vers leur assureur, pour avoir des informations et demander conseil sur les modalités de gestion et de retrait de l'épargne qui sont le plus adaptés à leur situation personnelle, compte tenu de leur carrière, compte tenu des projets qu'ils ont pour leur retraite. Voilà, alors maintenant qu'on a balayé ces éléments sur le fonctionnement concret des produits, peut-être un mot sur la fiscalité de ces nouveaux plans d'épargne retraite. Comme je le disais au départ, ces plans d'épargne retraite peuvent être alimentés par différentes sources de versement. Eh bien, la fiscalité dépend de l'origine de ces versements. Pour les sommes issues de l'épargne salariale d'abord, intéressement, participation, abondement, le régime fiscal est celui qui existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire une exonération totale d'impôt sur le revenu, tant à l'entrée qu'à la sortie. Intéressement, participation, abondement sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu, tant à l'entrée qu'à la sortie pour les salariés, en cas de sortie en capital. En cas de sortie en rente, c'est comme aujourd'hui le barème des rentes viagères à titre onéreux qui s'applique. Donc jusque-là, aucun changement. S'agissant des versements volontaires individuels, les versements volontaires des épargnants, là, le régime fiscal en sortie va dépendre du choix qu'aura fait l'épargnant d'une déductibilité à l'entrée ou non. Si l'épargnant choisit de déduire ses sommes de l'impôt sur le revenu à l'entrée et qu'à l'entrée, il bénéficie d'un avantage fiscal, à la sortie, les sommes seront soumises à l'impôt sur le revenu. La partie qui a été déduite à l'entrée sera soumise au barème de l'impôt sur le revenu et les plus-values constituées seront soumises, en cas de sortie en capital, au prélèvement forfaitaire unique, qui est en fait le barème de droit commun, le régime de droit commun sur les revenus de l'épargne. Et les rentes, quant à elles, seront soumises aux rentes viagères à titre gratuit, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu. A l'inverse, si les sommes n'ont pas été déduites de l'impôt sur le revenu à l'entrée, là, les sommes qui n'ont pas été déduites, bien sûr, ne seront pas fiscalisées à la sortie, et c'est uniquement la part de plus-value qui sera taxée à la sortie. Et enfin, pour terminer sur la fiscalité, s'agissant des versements obligatoires, tant de l'employeur que des salariés, aucun changement n'est opéré. Les sommes sont déductibles toujours de l'impôt sur le revenu à l'entrée, et elles sont donc fiscalisées à la sortie pour l'épargnant.
Dernier point peut-être important pour les entreprises, les modalités de transition. Donc concrètement, vous êtes aujourd'hui dans une entreprise, vous avez soit un PERCO, soit un article 83. Comment passer de ces anciens produits aux nouveaux produits? Alors d'abord, pour passer du PERCO au PER collectif. Normalement, la loi prévoit que pour modifier un PERCO qui a été mis en place par accord, la plupart du temps, il faut repasser par une procédure d'accord. Néanmoins, l'ordonnance Pacte prévoit des modalités de transformation simplifiées pour les entreprises, à condition que le PERCO qui a été mis en place ait déjà certaines caractéristiques essentielles de la loi Pacte, notamment que le plan prévoit déjà une gestion pilotée et qu'il prévoit déjà une liberté de sortie entre rente et capital. Si le PERCO répond déjà à ces conditions, il n'est pas nécessaire de rouvrir une négociation collective. Il suffit, pour le transformer, de consulter le comité social et économique, le CSE de l'entreprise, et par simple consultation du CSE, sous réserve que les signataires initiaux ne s'y opposent pas, le plan peut être transformé selon ces modalités simplifiées. Lorsque le plan est un PERCO inter-entreprise, là aussi, l'ordonnance prévoit des modalités de transformation simplifiées et même accélérées, puisque si cette transformation intervient en 2019, eh bien, la transformation peut intervenir immédiatement et non à compter du premier exercice, du premier jour de l'exercice suivant, comme c'est le cas pour le droit commun. Donc, pour que les salariés et les entreprises puissent bénéficier plus vite de ces transformations, on a prévu dans les textes d'application de la loi Pacte des modalités de transformation accélérées. Si maintenant le plan qui est en place dans l'entreprise est un article 83, là aussi, il est bien sûr possible de transformer cet article 83 pour en faire un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire et bénéficier de toutes les nouveautés de la réforme dont j'ai pu parler. Et pour ça, il est bien sûr pas nécessaire de résilier le plan et d'en ouvrir un nouveau. Le plan peut être transformé par simple avenant, c'est-à-dire par un accord entre les parties, entre l'assureur d'un côté et l'entreprise. Le plan peut tout simplement être transformé dans ses possibilités. Voilà, donc pour résumer, on a prévu dans cette réforme un certain nombre de nouveautés qui sont assez avantageuses pour les épargnants, pour les entreprises, et on a souhaité que les modalités de transformation soient simplifiées pour que les épargnants puissent en bénéficier le plus rapidement possible en 2019. Bien, merci à tous les deux. Ce qu'on comprend, c'est que vous avez en quelque sorte cherché à emprunter le meilleur des deux mondes, assurantiel et PERCO, pour en faire un dispositif global qui puisse finalement cumuler les avantages et normaliser et fluidifier, harmoniser finalement ce que chacun pouvait obtenir des deux dispositifs antérieurs. Alors peut-être une question de départ qui est plus une question de principe en fait. C'est quoi vos ambitions maintenant que ce texte est voté? Comment vous imaginez l'appropriation par les entreprises et est-ce que vous imaginez notamment que cette loi va nous encourager, nous, grandes entreprises, à vouloir davantage contribuer au financement de la retraite des salariés? Oui, je dirais que c'est vraiment tout l'esprit de la loi Pacte, encourager l'épargne salariale et encourager fortement l'épargne retraite. Comme le disait Timothée en introduction, aujourd'hui l'épargne retraite existe, mais elle pèse un poids limité, un poids marginal dans l'épargne des Français. L'objectif avec cette loi Pacte, c'est que l'épargne retraite devienne un produit phare de l'épargne des Français, que tous les Français qui veulent épargner pour leur retraite le fassent dans un plan d'épargne retraite qui est vraiment le produit désormais le plus adapté pour cela. Alors, les entreprises sont encouragées à le faire avec tous les avantages dont on a parlé, des avantages sociaux, des avantages pour leurs salariés en termes de déductibilité. Concrètement, on est conscient qu'il y a une période d'adaptation nécessaire parce que c'est des produits qui nécessitent une discussion, un accompagnement. Nous avons publié un ensemble de questions-réponses à destination des entreprises pour faciliter justement cette transition et donc on invite les entreprises à se saisir dès que possible de toutes ces nouvelles possibilités. J'ajouterai un point qui est également très positif, c'est qu'on voit que les distributeurs, les gestionnaires se sont plutôt bien emparés du produit. Alors on les a associés très tôt à la réforme pour justement qu'ils soient en mesure de distribuer ces produits, de les proposer aux entreprises très rapidement, et c'est le cas. Il y a encore un petit temps de déploiement, mais en tout cas, il y a déjà la possibilité d'y souscrire depuis le 1er octobre. Et ça, c'est une avancée qu'on va continuer à suivre et qu'on encourage.
Ce qu'on entend aussi, c'est que dans le contexte des régimes de groupe, je prends le cas de Veolia, mais il y en a plein finalement, vous avez mis l'accent aussi sur une facilité d'évolution de ces dispositifs. Je prends le PERCO par exemple. Vous nous dites, oui, accord de groupe, mais au fond, on peut le modifier de façon assez simple par une simple consultation du comité social et économique, ce qui est une souplesse nouvelle finalement, plutôt que de repartir sur une négociation qui finalement peut amener à reconsidérer tous les paramètres des dispositifs qui existent. C'est ça, tout à fait. Et ça, c'est venu justement des nombreuses concertations qu'on a menées avec les acteurs, avec les entreprises qui ont déjà des PERCO. Comme vous l'avez souligné, on a essayé dans cette réforme de prendre le meilleur des deux mondes. Et c'est vrai que le PERCO présentait déjà, parce que c'est un produit plus récent, un certain nombre de caractéristiques qui suscitaient l'intérêt des entreprises et des épargnants en termes de flexibilité de l'épargne, de modalité de sortie, en termes de gestion pilotée. Et c'est pour ça que lorsque le PERCO présente déjà ces caractéristiques, on a voulu que la transformation soit la plus simple possible, la plus souple pour les entreprises et la plus rapide pour que les salariés puissent en bénéficier. Alors si vous le voulez bien, on va regarder les quelques questions qui commencent à arriver. On en a 5-6, qui était une première alimentation. Alors je vais essayer de revenir sur l'une d'entre elles, si j'arrive à la... Alors voilà, je vous les livre de manière brute, telles qu'elles apparaissent, et puis on va partager. Ça, c'est une première question sur la problématique de transfert possible tous les 3 ans. Donc je cite, « Pourquoi ne pas avoir repris le principe de transfert possible tous les 3 ans, même si le salarié n'a pas quitté l'entreprise, pour le compartiment des versements obligatoires ?» Donc le 3e compartiment abondé par l'employeur ou par les salariés, c'est-à-dire les ex-articles 83. Question précise en fait. Question assez précise, assez technique. La réponse à cette question est juridique. C'est que, en fait, ces produits à adhésion obligatoire, comme leur nom l'indique, sont à adhésion obligatoire. Et donc, le salarié qui est visé dans une catégorie objective est obligé d'adhérer lorsque le plan est mis en place dans l'entreprise. Et cette obligation d'adhésion qui constitue la nature même du lien qui unit le salarié à son employeur, la conséquence de ce lien, c'est qu'il n'était pas possible de prévoir de transférer plus fréquemment. C'est-à-dire que tant que le salarié est dans l'entreprise, qu'il est obligé d'adhérer, bien, il ne peut pas transférer, sortir cette épargne de l'entreprise. En revanche, dès que le salarié est libéré de son obligation d'adhésion, soit parce qu'il a quitté l'entreprise, soit parce qu'il est sorti de la catégorie objective qui le visait, dans ce cas-là, il a la liberté totale de transférer son épargne dans un produit individuel ou dans un produit d'une autre entreprise. Dans ce cas-là, il retrouve une liberté totale. Mais tant qu'il est couvert par l'obligation d'adhésion, il n'était pas possible de permettre cette il faut que ça garde du sens, en définitive. Alors une autre question peut-être un peu plus globale. Si une entreprise met en place un PERE, peut-elle choisir d'autoriser certaines sources d'alimentation et pas d'autres? Par exemple, une entreprise qui verse de la participation ou de l'intéressement et qui met en place un PER collectif, est-ce qu'elle peut décider d'autoriser le versement seulement de la participation, on va dire, et pas de l'intéressement? Alors, le plan d'épargne retraite d'entreprise doit pouvoir être alimenté par toutes les sources de versement possibles. D'accord. Bien sûr, si l'entreprise n'a pas mis en place de dispositif d'intéressement et participation, la question ne se pose pas. En revanche, si ces dispositifs sont mis en place dans l'entreprise, le plan doit pouvoir accueillir toutes les sources de Donc il n'y a pas de ségrégation possible en disant mon accord de participation, oui, le salarié peut le verser sur le nouveau PERCOL, mais en revanche, l'intéressement, il ne le pourrait pas. Non, les deux doivent pouvoir être versés dans le PER collectif. Là, on parle du PER collectif. Il y a la même question pour le PER obligatoire. Est-ce que quand on a un PER obligatoire, on est bien d'accord qu'en fait, on n'est pas obligé de diriger les flux de participation et l'intéressement vers ce PER et que ça reste une simple faculté pour l'entreprise? Exactement. Les choses sont différentes dans le cadre du plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire. Dans ce cas-là, le plan doit pouvoir accueillir bien sûr des versements volontaires et des versements obligatoires. En revanche, le fait d'y verser participation et intéressement reste une faculté de l'entreprise, faculté qui est soumise à plusieurs conditions. La première condition, c'est qu'il existe dans l'entreprise un plan ouvert à tous les salariés, afin que les salariés de la catégorie ne soient pas les seuls à bénéficier d'intéressement et de la participation sur un plan d'épargne retraite. Donc, il faut qu'il existe dans l'entreprise un plan ouvert à tous les salariés. Donc soit ce plan-là, soit un autre plan d'épargne retraite, mais il faut que cette condition soit remplie.
Si cette condition est remplie, l'entreprise a la faculté et non l'obligation de verser l'intéressement et la participation dans le plan. D'accord. Sur le placement de versement volontaire qui existait sur le PERCO, question encore très technique, alors c'est un peu le tout venant, c'est-à-dire les fameux 25% de la rémunération annuelle brute, ce plafond a-t-il été abandonné sur le nouveau dispositif ? Oui, effectivement, ce plafond a été D'accord. abandonné. C'était l'impression qu'on pouvait avoir Tout à fait, ce sans que ce plafond fût écrit. Mais n'a c'est pas ça. été repris. Donc désormais, il y a la possibilité de verser autant qu'on le souhaite en termes de versement volontaire dans le nouveau plan d'épargne retraite, qu'il soit collectif, obligatoire, individuel. En revanche, il y a des plafonds fiscaux, c'est-à-dire que lorsqu'on souhaite déduire ses versements de son impôt sur le revenu, il y a bien sûr un plafond à cette déductibilité fiscale. Mais une fois qu'on a atteint le plafond de cette déductibilité, on peut, si on le souhaite, continuer à verser, et là sans aucun plafond sur le plan. C'est ça, donc c'est une petite évolution Tout à fait. que la personne qui nous pose la question avait finalement correctement anticipée. Alors, autre question qui vient d'arriver, pourquoi avoir supprimé la possibilité de transférer les sommes du plan d'épargne entreprise vers le nouveau, on l'appelle PERECO, le nouveau dispositif collectif. Effectivement, on ne parle que d'épargne retraite, on ne parle pas d'épargne entreprise, donc avec une durée plus courte. Sur ce point. Alors je dirais qu'il y a effectivement une distinction entre d'un côté l'épargne salariale et l'épargne retraite. La raison est essentiellement fiscale en fait, c'est-à-dire que le régime fiscal des versements volontaires dans le nouveau dispositif est un dispositif qui permet d'effectuer une déduction d'impôt, de déduire les sommes de l'impôt sur le revenu, alors que ce n'est pas le cas dans le PE. C'est pour ça que créer un transfert de ces sommes de versement volontaire dans le PE vers le plan d'épargne retraite qui lui permet une déduction fiscale aurait engendré de nombreuses problématiques fiscales à la fois à l'entrée et du coup à la sortie du plan. C'est pour ça qu'il n'était pas possible de connecter les deux. En quelque sorte, comme s'il y avait désormais un fléchage vers le dispositif long terme versus le dispositif d'épargne entreprise plus traditionnel et bloqué 5 ans, avec cette idée demain que dans les nouveaux dispositifs, la transition de l'un vers l'autre, du plan d'épargne entreprise vers le PERCOL, PERCOB, ou quel que soit le nom qu'on veut bien lui donner, ne serait plus possible. Oui, mais ce que j'ai bien compris. C'est bien ça, mais il est toujours possible, bien sûr, pour un épargnant qui a versé des sommes sur son PE. Ces sommes sont disponibles au bout de 5 ans. Bien sûr. S'il souhaite les utiliser pour préparer sa retraite, rien ne l'empêche de les retirer, de les verser dans le plan d'épargne retraite et de bénéficier à ce moment-là de la déduction d'impôt et des dispositifs d'abondement qui existent en plus dans le plan. Donc en fait, pour l'épargnant, finalement, on peut arriver au même résultat de manière différente, avec la déduction d'impôt en plus. Merci beaucoup. Je continue sur les questions qui arrivent. Je cite, dans le cas de sortie en rente, alors il s'agit là de sommes qui auraient été investies au travers des flux d'épargne salariale, je précise. La rente est-elle soumise, mais je crois qu'on a répondu, au RVTO en fiscal, mais quid des prélèvements sociaux et sur quelle assiette ? Alors, je pense que les prélèvements sociaux sont sur les plus-values et l'assiette est 17,2, mais enfin on va se le redire. Ou le taux en tout cas. Oui, c'est ça. Tout bon. Le taux est bien de 17,2. L'assiette, c'est bien la plus-value. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on identifie les plus-values dans une rente ? Eh bien là, les textes disent en fait, clairement que la part de plus-value dans la rente, c'est l'application du barème RVTO qui permet directement, en appliquant les abattements, de viser la part constitutive des plus-values. Merci beaucoup. Une question très simple, et je pense qu'on y a déjà répondu, je la repose quand même pour que la personne qui l'a posée ait le sentiment de ne pas avoir été oubliée. L'administration prévoit-elle de publier une circulaire répondant aux multiples questions qui se posent sur la mise en œuvre pratique de ces nouveaux PER ? Vous avez parlé de questions-réponses, en vrai. Y a-t-il autre chose de prévu en termes de formalisation des textes, ou pas du tout ? Il y aura un guide de l'épargne salariale qui doit être actualisé normalement pour le début de l'année. Alors, ce n'est pas seulement sur l'épargne retraite, il y a aussi l'épargne salariale, c'est assez large. Et dedans, l'idée, c'est un guide qui est sorti déjà il y a plusieurs années. Donc, l'idée, c'est évidemment le mettre à jour de la réforme des produits d'épargne retraite. Voilà, et en attendant la publication de ce guide sur l'épargne salariale, on a déjà publié, vous l'avez dit, un question-réponse à destination des particuliers et à destination des entreprises. Et d'ici là, on essaie aussi de répondre aux questions au fil de l'eau qui nous sont posées par les acteurs lorsqu'ils essaient concrètement de mettre en place les produits. Donc, allons lire tous le question-réponse, déjà, première chose, ce qui nous éclairera
au moins partiellement. Question qui arrive sur l'abondement. Alors je la pose par souci d'exhaustivité. Je ne suis pas sûr de partager la question en fait. Pourquoi l'abondement de l'employeur n'est-il pas autorisé sur le PER obligatoire? En fait, je crois qu'il y a un peu une confusion, mais vous allez nous le redire. Il s'agit des versements, enfin le troisième compartiment, et qui, qui sont parfaitement autorisés, me semble-t-il. Alors, Quel est le sens de la question? Je ne suis pas très sûr, mais vous allez nous dire. En fait, effectivement, les abondements de l'entreprise sont possibles uniquement sur le produit collectif. C'est ça. Oui, d'accord. Donc c'est bien ça. C'est une bonne question. Sur le produit collectif, l'entreprise peut abonder les versements volontaires, les versements issus de participation intéressement ou faire de l'abondement unilatéral. Ce n'est pas possible sur le produit obligatoire. Pourquoi ce n'est pas possible? Qui lui déjà recueille des versements employeurs. Qui lui déjà recueille des versements employeurs. Vous leur donnez le don d'abondement, vous revenez exactement à la même philosophie. C'est ça que je veux dire. Mais c'est quand même des versements de l'employeur. Voilà. Et l'entreprise a toujours la possibilité, comme je disais, de créer un produit unique. Si elle décide de regrouper son nouveau PER collectif et son article 83, elle pourra avoir in fine un produit complet qui recueille toutes les sources d'alimentation, y compris tous les types de versements de l'employeur, qu'il s'agisse d'abondement ou de versements obligatoires. Alors, un petit chapitre fiscalité, puis je laisserai la parole à Dominique, parce que sinon on va faire l'échange de manière indéfinie. Donc, une question qui est arrivée il y a 5 minutes. Dans le cadre des versements déductibles à l'entrée, ne craignez-vous pas que la fiscalité à la sortie soit plus forte que les avantages à l'entrée? Alors, j'ai envie de répondre, mais vous allez nous le dire, que c'est à chacun de faire ses propres calculs, en fait. Exactement, c'est effectivement à chacun de faire ses propres calculs. En général, les revenus baissent lorsqu'on part à la retraite, en général. Et donc, en général, le taux marginal d'imposition baisse aussi lorsqu'on part à la retraite. Et donc, dans la grande majorité des cas, il y a un avantage à différer cette imposition. C'est-à-dire qu'on déduit à l'entrée lorsqu'on est actif, lorsque le taux marginal d'imposition est plus haut, et lorsqu'on sort ces sommes à l'impôt sur le revenu et que le taux d'imposition a baissé parce que les revenus ont baissé, il y a un avantage fiscal qui est assez fort pour ce report d'imposition. Après, effectivement, c'est à chacun d'identifier son taux d'imposition au moment de la sortie, et à ce titre, la réforme permet d'être très souple sur les modalités de sortie. C'est-à-dire on peut choisir entre le capital et la rente, mais on peut choisir aussi de combiner le capital et la rente. On peut choisir aussi d'étaler très progressivement les retraits en capital. Donc toutes les solutions sont possibles en fonction de ses besoins et en fonction de son taux d'imposition. Alors une deuxième question fiscale, et puis je laisserai la parole à Dominique. Pour ce qui concerne les avoirs qui ont été accumulés sous le régime de l'ancien PERCO, bon, les gens disent déjà le régime de l'ancien PERCO, donc ils sont déjà passés au nouveau, c'est une bonne nouvelle. Si ce dernier est transformé en PERCOL, les avoirs débloqués pour l'acquisition de la résidence principale seront-ils soumis à l'ancienne fiscalité, c'est-à-dire 17,2 sur les plus-values, ou sur la nouvelle fiscalité? Une question pour Timothée ou Dominique? Non, Dominique toujours. Alors, si donc le PERCO est transformé en PER collectif, l'ensemble de l'épargne est en fait considéré comme de l'épargne salariale, et donc la fiscalité est absolument pas modifiée. C'est-à-dire que la fiscalité qui était celle du PERCO, exonération à l'entrée, exonération à la sortie, est totalement maintenue sur les sommes transférées du PERCO vers le PER collectif. Donc après la transformation, si l'épargnant retire ses sommes pour acheter sa résidence principale, il continuera bien sûr à bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu à la sortie. Merci pour ces précisions. On reviendra en fin de webinaire sur des questions complémentaires qui continuent d'arriver, donc ça c'est une bonne nouvelle. Dominique, sur l'adaptation du métier de teneur de compte, peut-être tu peux nous éclairer un peu sur Effectivement, la vision quelques éclairages. d'un teneur de compte. C'est les précisions que vous avez données sur le détail des modalités de fonctionnement de chacun des produits et donc de ces nouveaux PER. Donc les teneurs de compte sont extrêmement, et l'ensemble des acteurs de l'épargne salariale sont extrêmement engagés dans cette réforme, et donc se sont adaptés concrètement, ont adapté leurs outils pour être en mesure de gérer les nouveaux produits Pacte. Donc vous l'avez dit aussi tout à l'heure, en fait le PER a pris le meilleur de chaque produit. Le PERCO était déjà un produit extrêmement souple avec beaucoup d'atouts, la gestion pilotée, la libre sortie en capital ou en rente,
la possibilité de sortie pour acquisition de résidence principale, donc on était déjà au plus proche. Donc ça a été, moyennant quand même un certain nombre d'investissements pour mettre en œuvre les nouveautés que je propose qu'on regarde juste à l'écran, les teneurs de compte ont pu s'adapter. Et donc, premier point, c'était donc le produit est maintenant, comme vous l'avez très bien expliqué, compartimenté avec les versements volontaires déductibles, les versements d'épargne salariale et puis les versements obligatoires. Donc, les teneurs de compte nativement avaient une forte expertise sur le compartiment de l'épargne salariale, qui est en fait le plus complexe à gérer, puisqu'il y a tout un système de plus-value à retenir, du délai de blocage également à tracer, et puis les cas de déblocage anticipés. Et puis le teneur de compte assure également les traitements de participation, d'intéressement et d'abondement. Donc les teneurs de compte ont mis en place la gestion du compartiment numéro 1, versement volontaire déductible et également non déductible. Comme vous l'avez dit aussi, l'option par défaut, c'est la déductibilité. Mais donc on a prévu sur les parcours Internet une option si les personnes veulent revenir sur cette déductibilité et faire un versement non déductible. On a donc prévu d'identifier les versements, de les tracer et de pouvoir en faire la restitution sur les sites Internet et sur les différents avis d'opération. Également, donc, la mise en œuvre de la gestion du compartiment numéro 3, qui est celui des versements obligatoires. Alors, ce compartiment n'est pas forcément natif, il peut être alimenté par transfert quand on est dans un PER collectif, mais également, si l'entreprise a choisi la mise en place d'un PER unique, les versements peuvent déjà arriver dans ce compartiment-là. Donc, même chose, une question de traçage, de gestion d'une fiscalité différenciée et puis de restitution à l'épargnant. Ce qui veut dire que finalement, les teneurs de compte d'épargne salariale sont à même d'ores et déjà de gérer non seulement des PER collectifs, mais aussi des PER obligatoires au format compte-titre et également, bien entendu, des PER uniques au format compte-titre. On adapte aussi les interrogations de participation et d'intéressement, puisqu'on a vu qu'il y avait la faculté donnée de mettre aussi, si on le souhaitait, la participation et l'intéressement dans un PER obligatoire. Donc on adapte nos systèmes d'interrogation. On sait donc également, on adapte également les possibilités de sortie en mettant en œuvre ce qui était déjà possible dans le PERCO, mais qui n'avait jamais eu vraiment sur lequel on n'avait jamais vraiment eu de demande. On adapte la sortie en capital fractionné, ce qui permet aux épargnants de faire une demande. On leur fait des propositions 10 ans, 15 ans, 20 ans de durée de décumulation, et donc on peut automatiser cette modalité de sortie. On intègre bien évidemment les nouveaux cas de déblocage anticipé. À la marge, il y a quelques évolutions dans les cas de déblocage anticipé. Il y a également un point qui est nouveau, c'est la rétractation de la participation qui va s'investir par défaut dans le PER collectif, puisque les épargnants auront la possibilité, dans un délai d'1 mois après réception de la notification d'affectation, de changer d'avis et de ne pas se trouver dans un tunnel jusqu'à leur retraite si par hasard ils n'avaient pas eu conscience ou ils n'avaient pas vu leur interrogation au moment où elle est passée. Un point également majeur, et déjà je peux en témoigner également en tant que teneur de compte, nous recevons énormément de demandes de transfert individuel, tout produit, même parfois des choses assez surprenantes qui ne me semblent pas entrer totalement dans le cadre de ce qui est prévu par la réforme, mais donc on a mis en place des bulletins de transfert, un accompagnement pédagogique au transfert des autres produits d'épargne existants, tels que les PERP, les Madelins, etc. Et puis évidemment les transferts entre PER. Donc ça, c'est effectivement aussi beaucoup de pédagogie vis-à-vis des épargnants. Et c'est également au niveau de la place toute une action pour définir des process cibles et partagés, et également des délais les plus courts possibles. La loi prévoit un délai maximum de 2 mois pour les transferts entre PER. Et donc, on travaille également au sein de l'AFG avec les autres teneurs de compte et bien sûr les assureurs, puisqu'on va toucher à tous les produits. Dernier point également qui est très important, c'est toute la pédagogie et l'accompagnement qu'on veut apporter aux épargnants, puisque comme on l'a très bien vu, on passe de produits qui étaient finalement des produits relativement collectifs à des produits sur lesquels l'intérêt individuel, la motivation individuelle et la situation individuelle va avoir son impact.
aussi bien à l'entrée, est-ce que je fais des versements déductibles ou est-ce que je fais des versements non déductibles? Tout ça, ça va dépendre de ma situation fiscale. Et à la sortie, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je choisis en fonction des besoins que j'anticipe pour ma retraite? Est-ce que je choisis un capital? Est-ce que je choisis un capital fractionné? Ou est-ce que, au contraire, je choisis une rente? Ou est-ce que je cumule les deux dispositifs en fonction des offres que vont me faire mes prestataires? Donc, on a besoin donc, il y a déjà un nouveau relevé d'épargne retraite qui se met en place. Et puis, beaucoup d'outils pédagogiques qui sont des simulateurs fiscaux, des simulateurs également pour mesurer le besoin de revenus complémentaires qu'on va avoir à la retraite. Et donc, ça permet de guider dans la constitution d'un plan d'épargne régulier. Et puis également, évidemment, de la formation. Voilà. Tout ça, ce sont les adaptations qui ont été menées par les teneurs de compte. Si on peut passer peut-être à la diapositive suivante. Les teneurs de compte me paraissent les partenaires vraiment privilégiés pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises et des épargnants. Cette loi Pacte, elle va effectivement engendrer des nouveaux besoins et on va rentrer un petit peu dans le détail. Il y a un premier besoin, on en a parlé, c'est la pédagogie. Et il y a peut-être un deuxième besoin qui va être sur une vision un peu plus globale de ces dispositifs d'épargne. Si on voit un petit peu avant la réforme, on était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur des dispositifs qui étaient extrêmement éclatés, extrêmement fragmentés, avec en plus des acteurs qui étaient différents. Le monde de l'épargne salariale classique et le monde de l'assurance ne se parlaient pas forcément sur les produits. La réforme permet à tous les acteurs de gérer tous les types de produits et donc elle décloisonne complètement l'univers de l'épargne salariale et de la retraite assurantielle. De ce fait, on peut imaginer, et on le ressent déjà, que les entreprises vont réfléchir à une harmonisation certainement de leurs dispositifs. Elles peuvent avoir deux types de comportements. Elles peuvent se dire « je pactise mes produits, donc j'ai un PERCO, je le transforme en PERCOL ». J'ai un article 83, je le transforme en PER obligatoire sans rien faire d'autre. Mais elles peuvent aussi aller plus loin et entrer dans une réflexion plus fondamentale pour harmoniser par exemple les supports d'investissement ou différentes choses comme ça. Et à partir du moment où elles vont rentrer dans cette réflexion, et elles vont avoir besoin, et les épargnants aussi, peut-être qu'on peut passer du coup à la slide supplémentaire, elles vont avoir besoin d'une vision globale de leur épargne. Les épargnants vont attendre, vous l'avez dit également, la transférabilité individuelle entre produits. Elle est là aussi pour permettre à un épargnant de faire suivre tout au long de sa carrière professionnelle qui n'est plus linéaire son épargne. Donc, de ce fait, il va avoir envie aussi de tout voir en un même lieu et de ne pas aller sur 15 sites internet pour regarder où est son épargne. Donc nous, on pense que les acteurs vont avoir, pour répondre à ces besoins, deux types d'approches possibles. Alors, soit on peut avoir une approche totalement intégrée, alors ça peut se faire au sein de groupes, soit avec des partenariats privilégiés. Cette approche intégrée a pour objectif de donner une interface unique au salarié. Le salarié entre sur une interface, un site internet, et là, il a une vision consolidée de son épargne salariale et de son épargne retraite, quel que soit en fait le mode quel que soit le format support. Donc il a cette vision consolidée et il a également un accès à des fonctionnalités. S'il a un PER collectif et un PER obligatoire, il peut initier des opérations sur chacun de ces produits à partir d'une même plateforme. Vous pouvez avoir aussi une autre stratégie qui, elle, peut se limiter à de l'agrégation. Donc là, toujours le même salarié, il entre sur deux sites internet, celui de celui qui va gérer son PER collectif et celui de l'acteur qui gérera son PER obligatoire. Les deux proposeront une agrégation, mais en revanche, l'épargnant devra retourner sur les sites de chacun d'eux pour avoir accès aux fonctionnalités. Donc les teneurs de compte d'épargne salariale, depuis de nombreuses années, ont investi et ont déjà des sites internet et des applications mobiles qui diffusent énormément d'informations, qui sont extrêmement pédagogiques et qui sont extrêmement prisées. D'où ce mouvement de se dire soyons l'interface unique et soyons la première interface des épargnants et des entreprises donc pour gérer l'épargne retraite.
Donc j'avais également éventuellement prévu de rajouter quelques éléments concernant les transferts entre le PER collectif et la transformation du PER collectif, du PERCO plus exactement en PER collectif. Mais enfin, vous avez déjà tout dit sur ce sujet. Je voulais juste simplement rajouter que là aussi, les teneurs de compte fournissent un accompagnement extrêmement rapproché aux entreprises pour effectuer ces transformations, avec évidemment des modèles de décision du comité social et économique, des modèles d'avenant si l'entreprise choisit la modalité d'avenant, des kits à présenter aux partenaires sociaux, et puis se charge évidemment de l'information obligatoire des épargnants qui est préalable à cette transformation. Merci Dominique pour ce rappel des règles et puis de la perspective en fait et des grands axes en matière de vision globale de l'épargne salariale. Je rebondis juste sur ton dernier point, une question qui est arrivée il y a un quart d'heure. Une entreprise peut-elle conserver, même si elle transforme son PERCO en PERECO, peut-elle donc conserver son PERCO sans changer sa gestion financière ? Elle le peut, effectivement, à partir du moment où elle a... Ça, effectivement, c'est un point complémentaire à ce que vous disiez tout à l'heure. À partir du moment où elle est déjà en place de la gestion pilotée, si elle fait une transformation du PERCO en PER collectif, elle n'est pas obligée de changer sa gestion pilotée. À partir du moment où la gestion pilotée existe et où, de toute façon, elle a par ailleurs aussi, et c'est obligatoire depuis un certain temps, un fonds solidaire. Il y a l'enjeu du passage de 7 à 10%. Oui, il y a l'enjeu du passage de 7 à 10%, mais beaucoup d'entreprises en sont déjà... Enfin, les solutions qu'on propose ont déjà intégré souvent ces transformations. Et sinon, il y a un délai de 3 ans pour atteindre ces 10%, effectivement. Peut-être une question sur cette dimension de conseil que le législateur a introduit dans le texte. Question naïve, comment est-ce que les acteurs vont s'organiser pour répondre au mieux à cette obligation de conseil vis-à-vis des épargnants? C'est quand même quelque chose de révolutionnaire. Alors effectivement, c'est quelque chose à la fois de révolutionnaire, mais à la fois qui s'inscrit quand même dans la lignée de ce que les acteurs ont entrepris depuis un certain nombre d'années, avec l'ensemble des outils, des simulateurs qu'ils peuvent mettre à disposition. Donc on a 2 dimensions au conseil. Enfin, on a l'accompagnement, donc au choix, la pédagogie, et puis après on peut avoir également une dimension de conseil supplémentaire pour laquelle un certain nombre d'acteurs ont aussi un agrément de conseil en investissement et proposent aux épargnants qui le choisissent une vraie prestation de conseil avec, à partir d'un questionnaire dédié, on détermine quel est le profil de l'épargnant et on peut aller jusqu'à lui proposer des allocations de gestion. Et à côté de ça, effectivement, il y a tout le conseil au choix de qu'est-ce que je vais choisir comme type de versement et qu'est-ce que je vais choisir comme type de sortie. Ça, c'est 2 choses différentes. Et ce conseil-là, cet accompagnement-là, il se fait à la fois par de la pédagogie qui est en ligne et puis il se fait aussi par des rebonds avec des partenaires qu'on peut avoir qui peuvent proposer des bilans retraite personnalisés, proposer des accompagnements personnalisés. Donc là, l'ensemble des acteurs est en train en fait d'élargir la palette de ces offres sur ce sujet. Mais effectivement, l'accompagnement et la pédagogie, et arriver à individualiser cette pédagogie en fonction des attentes et des cas particuliers finalement de chacun des épargnants, ça va être un des vrais enjeux aussi du succès de la réforme, de la conversion des mentalités pour arriver à aller au-delà, parce que si on regarde le PERCO d'aujourd'hui, il est alimenté beaucoup par de la participation, de l'intéressement et de l'abondement. Il y a des versements volontaires bien sûr, mais en pourcentage proportionnellement, la part est moindre. Donc le pas de demain, c'est d'arriver à ce qu'il y ait aussi du versement volontaire et encore plus de versement volontaire avec effectivement de la périodicité, puisque plus on épargne de façon régulière, ça permet de lisser les aléas du marché financier et c'est tout bénéfice pour les épargnants. Une question sur la gestion pilotée. De mémoire, donc, le texte prévoit 3 possibilités, disons 3 niveaux de désensibilisation. J'allais dire pourquoi 3 ? Est-ce qu'on ne remet pas un peu de complexité là-dedans ? Et c'était quoi l'idée finalement, s'il y en avait une ? Parce que je ne sais pas. Alors, L'idée, c'est d'avoir
des profils qui puissent refléter au mieux le besoin, en tout cas l'intérêt de l'épargnant. Et donc en allant 3, ça permet d'avoir quelque chose qui soit plus dynamique, avec un peu plus de perspectives de rendement et forcément un peu plus de risques. Ça, c'est pour des appétits un peu plus, quelqu'un qui aurait un appétit un peu plus dynamique dans sa gestion. Et puis à l'inverse, des modalités dans lesquelles la gestion pilotée avec des risques beaucoup plus faibles, forcément avec des perspectives moindres. Et entre ces deux cas faibles, dynamiques, un profil équilibré. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir proposer non pas quelque chose de binaire, qui soit un peu réducteur dans le choix de l'épargnant, mais plutôt quelque chose qui puisse vraiment lui permettre de choisir entre 3 modalités et éventuellement de rester dans le cas d'une gestion qu'on voudrait équilibrée, qui est par définition équilibrée et qui lui permet vraiment de ne pas avoir à se positionner, s'il le souhaite, dans 2 cas faibles dynamiques. Mais dans tous les cas, ce qui est important dans ces 3 schémas, c'est la désensibilisation. Enfin, c'est vraiment l'objectif. C'est le trait commun. C'est le trait commun. Ce qui permet, dans tous les cas, d'avoir un horizon de placement à long terme qui sera forcément avec une perspective de rendement, tout en sécurisant les encours à mesure que la retraite s'approche. Ça, c'est le point commun entre ces droits. Et ensuite, en fonction, et ça c'est le devoir de conseil, et c'est le conseil qui sera fait à l'épargnant qui permettra de le déterminer, mais ensuite on peut raffiner et aller sur un des 3 modèles. Donc l'idée est bien de proposer les 3 modèles. Si je vous entends, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la taille, ou finalement, peut-être en fonction de la taille ou en fonction du secteur. C'est pas une obligation. Oui, c'est pas une obligation. L'obligation, chacun le regarde. C'est de proposer par défaut le Mmh. profil équilibré. D'accord. Ça, c'est l'obligation. Ok, c'est ça. Et l'obligation, c'est aussi de proposer autre chose que ce profil équilibré. Et lorsqu'on est en entreprise, ce autre chose doit prévoir un fonds solidaire. Ça, c'est le minimum vital. D'accord. Au-delà, bien sûr, l'entreprise, les gestionnaires peuvent étendre leur offre, proposer les 3 profils, proposer même d'autres profils que ces 3-là, et proposer des profils de gestion libre aussi pour ceux qui n'ont pas envie de s'inscrire dans une gestion pilotée pour une raison ou pour une autre. Ils ne vraiment prennent aucun risque et acceptent le fait que le rendement sera faible. Ou à l'inverse, ils veulent piloter eux-mêmes l'allocation de leur épargne. C'est bien sûr possible aussi. Mais le minimum réglementaire, c'est d'avoir par défaut une gestion pilotée équilibrée et une autre allocation qui inclut du solidaire. Alors, je reviens aux questions des internautes, que je ne veux pas faire patienter trop longtemps. Il est déjà 18h05. Voilà, quelqu'un qui nous dit, sur cette thématique de la fiscalité, on a le sentiment dans le texte que l'entreprise peut garder son ancien PERCO+, allusion explicite au PERCO macronisé, si je ne me trompe, plus 7% de fonds PE, PME, d'accord, et continuer à bénéficier du forfait social réduit à 16%. Oui, ça doit être possible. Enfin, moi, c'est ce que je comprends aussi. On peut garder les anciens dispositifs. La réponse, c'est oui, pendant 3 ans. La réponse est oui, pendant 3 ans. Ça, c'est un point important. Oui, pendant 3 ans. Ça veut dire que quand même, donc on reformule, mais pour tous ceux qui nous écoutent, quelle que soit la taille de l'entreprise, finalement, le grand groupe, on a plutôt cette idée du 1er octobre 2020, parce que des entités nouvelles, des salariés dans ces entités, on se dit, oulala, il faut faire quelque chose avant cette date. Mais finalement, ce que vous dites, c'est au-delà de ça, finalement, d'ici 3 ans, les anciens dispositifs auront disparu. N'auront plus le forfait social réduit. Ou n'auront plus le forfait social réduit, pardon. Donc on sera repassé à 20. C'est ça qu'on est en train de dire. S'ils n'ont pas monté à 10%, s'ils n'ont pas monté, oui, d'accord, s'ils n'ont pas monté à titres 10%, pardon. PEA, Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Ok, ok, c'est clair. C'est clair. Le 7% étant effectivement à durée de vie limitée. Alors, sur la transition, est-il notamment prévu un décret précisant les dispositions encadrant le PER obligatoire inter-entreprise? Donc là, c'est plus une problématique sur les dispositifs professionnels. Sur le PER obligatoire inter-entreprise, l'ordonnance prévoit déjà cette possibilité et les modalités concrètes d'application vont être intégrées dans un décret qui va paraître très prochainement, mi-décembre au plus tard. C'est une possibilité qui est arrivée assez tard dans les concertations, donc on a bien prévu l'accroche dans l'ordonnance, les modalités concrètes de mise en œuvre, et qui en fait sont assez simples, c'est-à-dire juste de dire que certaines entreprises peuvent se regrouper, peuvent mettre en place un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire, que dans ce cas-là, le comité de surveillance, par exemple, peut être commun à l'ensemble du plan, que certaines conditions peuvent être négociées en commun. Voilà, des dispositions assez courtes, assez simples, seront intégrées dans un décret d'application à paraître en décembre.
Alors, question sur la transition entre l'article 83 et le PER obligatoire. D'ailleurs, j'aurai une question après sur la nomenclature, parce que je ne sais toujours pas comment on les appelle, ces produits. Est-il possible, une question qui vous est posée, de revenir sur la notion de, entre guillemets, n'est plus tenu d'y adhérer, c'est-à-dire le salarié, vous vous souvenez de cette question, la première, sur tous les 3 ans, et là, vous avez répondu en disant, lorsque le salarié n'est plus tenu d'adhérer à son article 83, il est possible ensuite de transférer les versements. Question, que se passe-t-il lorsque le contrat article 83 est résilié et que le salarié fait toujours partie de la catégorie bénéficiaire? Peut-il transférer l'épargne acquise vers le nouveau contrat Perrault que l'entreprise aurait mis en place? Écoutez, il faut regarder précisément, mais a priori, oui. C'est très précis. C'est très précis, mais si le contrat est résilié, l'obligation d'adhésion tombe avec le contrat. Puisqu'il y a une obligation d'adhésion à un contrat, ce contrat est résilié. Il n'y a plus d'adhésion à un contrat qui est caduc. Et donc, dans ce cas-là, l'épargnant, le salarié, est libre de transférer cette épargne dans un nouveau plan mis en place par l'entreprise ou dans un plan individuel qu'il aurait ouvert par ailleurs. Merci. Dernière question des internautes. Il m'a semblé entendre que le ministère avait déjà publié un question-réponse. Bah oui, il a dû rater le début du webinaire. Sur la loi Pacte, est-ce le cas? Oui, alors voilà, je vais répondre à votre place. Je ne me substitue pas à vous, mais là, je peux répondre. À défaut, attend une visibilité sur la date de publication officielle. Oui, le question-réponse a déjà été publié. On peut peut-être rappeler la date, si vous l'avez en tête, pour être utile. Alors, une première version a été publiée avant les vacances d'été, fin juillet, et une nouvelle version actualisée a été publiée au 1er octobre, date de lancement officiel des produits. Et donc, ce question-réponse est disponible sur le site internet du ministère de l'économie, dans le dossier de presse de la loi Pacte consacré à l'épargne retraite. Voilà, on en conclura que l'internaute n'allait pas consulter le dossier de presse. C'est la première chose à faire au sortir du webinaire. Peut-être 2 questions juste pour terminer. La première, dans des groupes comme les nôtres, on regarde beaucoup ce qui se passe à l'international. Moi, quand j'ai vu les premiers textes, j'ai pensé aux États-Unis, j'ai pensé au 401K, vous voyez, les dispositifs de retraite à cotisation définie. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu l'inspiration de ce que l'on cherche à faire en France? Ou est-ce que vous êtes dit, finalement, il y a des dispositifs qui sont un peu compliqués, on va les harmoniser? Est-ce que vous avez regardé un peu à l'extérieur ou pas trop? Bien sûr, on regarde toujours à l'extérieur avant d'engager des réformes aussi structurantes. Qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur? On voit que les produits d'épargne retraite occupent une place souvent beaucoup plus importante. Alors il y a des raisons structurelles à cela. Il y a moins de retraite d'État. Il y a moins de retraite légale. Il y a moins de retraite complémentaire, ça n'existe de pas. base et complémentaire. Voilà, dans les pays anglo-saxons. En France, il y en a davantage. Mais il y a aussi des raisons intrinsèques. Il n'y a pas seulement la question des retraites de base et complémentaires. Il y a aussi le fait que souvent, lorsque les épargnants épargnent volontairement pour préparer leur retraite, en France, ils le font avec des produits, soit en assurance vie, soit des produits des livrets d'épargne réglementés. Et les produits d'épargne retraite, eux, étaient assez mal connus, mal compris. On constatait parfois même de la déshérence, c'est-à-dire que les épargnants épargnaient sur ce produit dans leur entreprise, mais une fois qu'ils avaient quitté l'entreprise, ils oubliaient cette épargne. Et puis ensuite, c'est parfois difficile d'aller la récupérer. Et donc là, l'objectif, c'est qu'il y ait une meilleure appropriation de cette épargne, qu'elle se développe. Et ce qui se fait ailleurs a pu être une source d'inspiration. Je parlais par exemple tout à l'heure d'études de l'OCDE sur la gestion pilotée par défaut. On s'en est inspiré et on en a fait la modalité de gestion de ce nouveau plan d'épargne retraite. Ce que vous dites aussi, ça nous renvoie à notre propre responsabilité d'employeur, qui est de communiquer au mieux, de clarifier, de permettre à nos salariés de s'approprier ces dispositifs. La déshérence, ça nous interpelle aussi, me semble-t-il. C'est un peu un aveu d'échec. Et plus largement, on l'a dit plusieurs fois, mais dans un environnement de taux bas, c'est vrai qu'il faut aller, et ce n'est pas forcément que l'épargne retraite d'ailleurs, mais c'est le sujet aujourd'hui, mais il est assez logique de regarder d'autres possibilités d'investissement. Il y a eu beaucoup de réformes sur le plan d'épargne en action, par exemple, dans la loi Pacte. Et en fait, tout ça, c'est la même réflexion opérée par le gouvernement. C'est, dans un contexte de taux bas, le rendement, il est peut-être à aller chercher sur d'autres produits. Et donc, favorisons quelque chose qui est l'épargne de tous. Épargne salariale, épargne retraite, c'est souvent l'épargne de tous, c'est parfois la seule épargne investie sur ce type de support. Il y a d'autres sujets, il y a le PEVA, mais en tout cas, on retrouve cette logique-là dans la loi Pacte sur plusieurs aspects des réformes.
Alors peut-être une dernière question, juste en guise de conclusion, puis de clin d'œil. Ces acronymes un peu bizarres. C'est pas une question technique, je m'en excuse, mais PERCOL, PERCOL, paire unique, paire individuelle. Bon, en fait, on les appelle comment ces dispositifs? On les appelle pairs. En fait, notre objectif, c'est qu'il y ait bien, que tout le monde comprenne que le plan soit mis en place à titre individuel, en entreprise de manière collective, en entreprise de manière obligatoire. Dans tous les cas, c'est un plan d'épargne retraite. Il est régi par des règles communes. C'est, je pense, essentiel pour que les épargnants s'y retrouvent. Parce que c'était le grand défaut de l'épargne retraite avant cette réforme. On avait 4 ou 5 produits différents, avec des fiscalités différentes, des droits qui n'étaient pas portables de l'un à l'autre. Désormais, quelle que soit la modalité de mise en place du produit, c'est un plan d'épargne retraite qui est régi par des règles communes et les droits sont portables. Donc après, le marché définira sans doute des noms, des sigles, des acronymes. Dans tous les cas, c'est un PER, donc un plan d'épargne retraite. Donc le message pour nous, c'est voilà, la simplification, la pédagogie et œuvrer tous ensemble pour une meilleure appropriation collective de ces dispositifs d'épargne retraite. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. aux internautes que nous devinons sans les voir. Et je suis sûr que Fondact aura à cœur de refaire bientôt un nouveau webinaire.